Voilà, donc c'est une rencontre qui est en présentiel, mais on l'enregistre aussi et elle sera disponible après sur les réseaux du mouvement laïque. Donc, comme vous le savez peut-être déjà, les Midi Pile, c'est des rencontres entre parlementaires, représentants politiques et la société civile afin de dialoguer et de pouvoir vraiment débattre de manière sereine sur des questions sociétales. Alors, autour de la table aujourd'hui, on a du coup Sophie Rohoni, députée fédérale pour Défi et conseillère communale à Rode-Saint-Genès. On a Tanguy Louamboua, avocat et conseiller communal pour les engagés à la ville de Charleroi. Et je l'ai appris, attaché parlementaire pour Vanessa Matz au fédéral. Et monsieur Van Eyck, parlementaire fédéral pour Groen et conseiller communal à Merelbeek. Et donc, on va après accueillir Nathalie Gilson, qui est parlementaire fédérale pour le groupe MR et conseillère communale à XL. Khalil Awasti, parlementaire fédéral pour le PS et échevin à Koekelberg. Et Nabil Boukili, parlementaire fédéral pour le PTB et conseiller communal à Forêt. Alors, nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de la détention à petite échelle et plus spécifiquement des maisons de détention, qui est en fait une thématique qui est au cœur des rencontres de la commission enfermement depuis déjà plusieurs mois. Et donc la commission enfermement, c'est une commission qui se réunit plus ou moins tous les mois et qui rassemble les associations constitutives du mouvement laïque, dont fait partie la FAMD. Donc il y a beaucoup de conseillers moraux qui travaillent en prison et aussi de nombreuses régionales du mouvement. Alors, avant de passer aux questions, je vais faire un bref retour sur l'actualité de cette thématique. Donc, on peut résumer la question de la détention à petite échelle. On peut estimer qu'en Belgique, on a vraiment commencé à y penser vers 2012 avec la création de l'ASBL de Huizen, les maisons en français. On a l'honneur d'avoir Hans Claus qui était à l'initiative de cette ASBL avec nous aujourd'hui. Et aujourd'hui, après plusieurs étapes politiques, on a finalement 2 établissements de détention à petite échelle, donc les maisons de transition et les maisons de détention. Les maisons de transition, c'est donc pas considéré comme des prisons, c'est des modalités de l'exécution de la peine privative de liberté, et elles vont accueillir en fait des détenus qu'on va dire en fin de peine. Et en Belgique actuellement, on en a créé, il y a eu 2 maisons de transition, une à Malines et une à Enghien. Celle d'Enghien est pour le moment fermée, mais elle devrait normalement réouvrir. Et on a eu une information du ministre lundi, comme quoi une 2e maison de transition ouvrirait à Ghent-Bruges d'ici début 2023. Alors, c'est vrai que le projet du coup... bonjour. C'est vrai que du coup, le projet du ministre est en fait d'augmenter les places en maison de transition à 100 d'ici à la fin de sa législature, enfin de la législature, et de débloquer du coup 4 millions d'euros à cette fin. Vous l'avez sûrement compris par le titre du Midi Pile, on va surtout se concentrer sur les maisons de détention. Et donc du coup, ça, c'est des maisons, des établissements qui vont accueillir des détenus qui sont condamnés à des peines ne dépassant pas 3 ans. Pour le moment, il n'en existe pas en Belgique, mais le ministre projette d'en construire 15 pour accueillir 720 détenus, et il débloque pour ça un budget de plus ou moins 90 millions d'euros. Et là, on a eu quelques infos dernièrement, comme quoi les premières maisons devraient ouvrir à Ninove, Courtrai, Berkendal, et puis il y a un peu d'autres villes, mais ça, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Alors, dernier point avant de passer aux questions, derrière ce projet, je pense que c'était important de revenir rapidement sur la rhétorique du ministre. Et donc, pour justifier ce projet, il va estimer que la mise en place de ces projets va permettre de lutter contre l'impunité, contre la récidive, contre la surpopulation carcérale, va limiter les effets néfastes de la détention, va diversifier le parc carcéral, et finalement, il y a une volonté derrière de réinsérer les détenus. Donc vous l'aurez compris, c'est un débat qui s'inscrit pleinement dans l'actualité. Donc, pour le bon déroulement de ce débat, donc là, je vais poser, je pense, 2 questions aux parlementaires qui auront entre 3 et 4 minutes pour y répondre. Et après, je donnerai la parole à la salle. Alors, première petite question, du coup. Aucun de vos partis, et même de vos
interventions en commission me semble finalement être une intervention où vous êtes complètement satisfait du système carcéral actuel. J'ai pu lire dans les programmes de parti que la prison prépare mal à la réinsertion, qu'on se rapproche d'une façon finalement managériale au niveau de la question pénale, qu'on doit exécuter davantage les sanctions pénales, etc., etc. Et donc finalement, face à une proposition du ministre qu'il représente comme une solution à des problèmes que vous pointez, quelle est la position actuelle de vos partis concernant les maisons de détention dans un système tel qu'on le connaît aujourd'hui? Voilà, la parole est à vous. Et vous devez parler dans le micro, si possible. Merci Justine, merci à vous tous d'être présents et merci d'avoir effectivement mis le focus sur un sujet extrêmement important et qui, force est de constater, est trop mis de côté. On a tendance à trop mettre de côté ce qui se passe dans nos prisons, alors que l'on est tous concernés finalement par ce qui s'y passe, parce que, comme tu l'as très justement dit, eh bien, les détenus, à part les tout grands criminels, devront un jour sortir de prison et donc se réinsérer dans la société. Donc c'est vrai que c'est un enjeu fondamental. Et pour ce qui concerne plus précisément les maisons de détention, au niveau de mon parti, on a toujours été, en tout cas on a toujours soutenu la généralisation de ces maisons de détention parce qu'effectivement cela poursuit l'objectif d'une meilleure réinsertion, de la lutte contre la récidive, de la lutte contre la surpopulation carcérale. Faut-il rappeler qu'aujourd'hui pour je vais y arriver, 9300 places, nous sommes entre 10 000 et 11 000 en fonction des allées-venues de détenus dans des prisons, ce qui forcément rend les conditions de détention totalement indignes, forcément pour les détenus, mais aussi pour les agents pénitentiaires qui doivent assurer la sécurité des uns et des autres en leur sein. Et donc, c'est la raison pour laquelle, forcément, lorsque le gouvernement dans son accord de gouvernement, tout d'abord, nous a présenté l'idée de développer des projets de détention à petite échelle, à échelle réduite. Eh bien, on s'est dit, enfin, on a un gouvernement qui veut aller à contre-courant de ce que l'on a fait ces 30 dernières années. Même chose lorsque le ministre de la Justice est arrivé avec sa note de politique générale pour nous dire on a le projet d'ouvrir sous cette législature 15 maisons de détention, eh bien là aussi, on a applaudi. Sauf qu'en pratique, finalement, on en est loin et on voit que finalement, ces maisons de détention ne sont pas la panacée. Et c'est vrai que c'est très important. Alors la première inquiétude que l'on a, c'est lorsque le gouvernement nous explique que ces maisons de détention vont viser certains groupes cibles, ce qui a tout à fait son sens, puisque tous les détenus n'ont pas à se retrouver dans des maisons de détention avec un régime carcéral beaucoup plus assoupli, mais parmi ces groupes cibles, il y a les jeunes. Alors qu'il faut quand même garantir à ces jeunes, en particulier lorsqu'ils sont mineurs, qu'ils puissent avoir une scolarité, ce qui est notamment prévu et garanti dans le cadre des IPPJ. Donc ça, c'est une première crainte que l'on a. La deuxième crainte, c'est de voir, et on le voit, ces maisons de détention en fait s'ajouter aux prisons actuelles et aux prisons futures plutôt que de les remplacer. Et donc finalement, on n'est pas du tout dans un schéma où l'on revoit fondamentalement la structure pénitentiaire actuelle, mais au contraire, on ajoute un nouveau mode de détention et par conséquent, on augmente toujours plus le parc carcéral. On le voit avec Aron, on le voit avec Termonde. À chaque fois, on augmente la capacité carcérale alors que l'on sait que plus on construira des prisons ou des maisons de détention, plus elles se rempliront. Et donc on ne répond pas finalement à cet objectif de réduction de la capacité carcérale. Notre autre inquiétude, c'est finalement de voir que ces maisons de détention ne s'accompagnent pas d'une vraie réforme de la politique pénale. Il n'y a pas, encore aujourd'hui, il y a des aménagements qui sont prévus, et ça a été le cas durant la crise Covid par rapport aux peines alternatives, etc. Mais il n'y a pas une vraie réforme de la politique pénale. Il y a eu quelques modifications dans le cadre du code pénal sexuel. Et à cet égard, on a vu qu'au contraire, on a augmenté la durée des peines d'emprisonnement. Et donc pour le reste, on est toujours en attente de cette réforme du code pénal, donc on en attend beaucoup. Et c'est vraiment fondamental parce qu'on cite souvent la Suède comme exemple en matière de détention, de maison de détention. C'est d'ailleurs calqué sur ce qui a été fait en Suède, sauf qu'en Suède,
Si cela a fonctionné en ce sens où on en a vu le taux de récidive chuter à 30%, ce qui reste bien évidemment trop important, mais on en est presque à la moitié de ce qu'on observe en Belgique, c'est parce que l'on a accompagné les maisons de détention par une vraie réflexion sur la politique pénale et sur la diversification des peines. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, à notre sens, manque en Belgique. Et puis l'autre bémol, et ça a d'ailleurs été reconnu par le ministre de la Justice lui-même, c'est qu'à partir du moment où ces maisons de détention s'accompagnent de l'exécution des courtes peines, on ne sera pas prêt. On ne sera pas prêt puisque cette loi relative à l'exécution des courtes peines, donc de moins de 3 ans, va rentrer en vigueur alors même que on est très très loin des 15 maisons de détention qui ont été prévues. Et enfin, un autre bémol que je dois de soulever, c'est pour ce qui concerne la poursuite des constructions selon le modèle de partenariat public-privé. Donc vous savez sans doute que les prisons actuellement en Belgique sont construites et gérées via un modèle de partenariat public-privé, donc un modèle en fait DBFM, donc c'est Design, Build, Maintain and Finance, merci. Et donc le gouvernement reconnaît qu'il y a un problème avec cette formule. D'ailleurs, elle a été abandonnée par le gouvernement Macron parce qu'elle avait été vraiment très très vivement critiquée par la Cour des comptes. Donc le gouvernement belge reconnaît qu'il y a un problème. Il y aura certainement un audit par la Cour des comptes qui va suivre, et c'était une demande très insistante que l'on a formulée au niveau de défis déjà sous la précédente législature. Et malgré tout, le gouvernement poursuit avec ce même modèle, donc avec un modèle qu'il reconnaît lui-même comme éminemment critiquable et problématique. Donc il y a quand même des écueils effectivement auxquels il convient de répondre. Voilà, j'en terminerai par là. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Et vous avez bien dit, ça a commencé le débat en 2012. C'est depuis 10 ans qu'il y a un débat pour vraiment changer la politique carcérale et de chercher d'autres solutions. Et c'est depuis 10 ans que je suis associé à ces débats avec Hans Claus il y a 10 ans. Et je peux vous dire, ça prend beaucoup de temps pour avancer. Je pense à 2012, on a déposé au Parlement une résolution co-signée par d'autres collègues en demandant un projet pilote un peu. Enfin, on a vu ce qui s'est passé en Suède, donc on dit détention échelle plus petit, il y a beaucoup d'avantages, donc il faut essayer de commencer avec cela. Mais on savait que commencer avec un autre système, c'est parfois très difficile pour la population. Donc il faut commencer pas par pas avec des projets pilotes. Ça a pris beaucoup de temps. Et c'est le ministre Geens qui, dans notre législature, a commencé avec les maisons de transition. Ce n'est pas encore les maisons de détention. Et là, on voyait à Malines, en Guin, ça a fait beaucoup de débats. Mais quand même, on a vu à Malines, les résultats étaient quand même fort favorable. Et puis maintenant, on a fait le prochain pas avec l'introduction vraiment des maisons de détention. Et je pense à court trait, ce sera septembre ou octobre. Très vite, dans quelques mois, on va commencer là. Et moi, je suis très content. Et mon parti, nous, on soutient cette direction d'aller vers une détention de petite échelle. Le grand danger, la grande difficulté, et c'est quelque chose qu'on savait depuis 10 ans, c'est le problème de NIMBY. On a déjà dit il y a 10 ans, et Hans, NIMBY, not in my backyard. Parce que maintenant on voit au niveau national politique qu'il y a quand même, tout le monde est d'accord, il y a quand même un consensus politique au niveau national, fédéral, mais maintenant qu'il y a des projets concrets dans une commune, dans une ville, on voit qu'au niveau local, ça pose quand même beaucoup de problèmes. Et donc le grand défi, c'est là de vraiment bien expliquer ce qu'est une maison de détention, quels sont les avantages d'une maison de détention. Et les avantages, ils sont connus
Donc le risque de récidive va diminuer énormément quand on peut bien travailler dans ces maisons de détention. Mais les gens, ils voient arriver, ils pensent une petite prison. Il y a des gens qui s'opposent, il y a des groupements, il y a des partis politiques locaux qui disent « Ah non, pas ça, pas ici, ça ne va pas ». Et donc, ça pose énormément de problèmes pratiques. Mais je pense que quand on a la possibilité de bien expliquer, et c'est une tâche du ministre de la Justice, ses collaborateurs, et avec une bonne collaboration avec le bourgmestre Les Échevins, pour vraiment donner de bonnes informations correctes, je pense qu'on peut vraiment avoir un soutien local aussi, mais ça demande beaucoup d'énergie. Encore, c'est, je pense, un défi très grand. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je peux aussi revenir. Pour quel... Oui, c'est ça. Peut-être... oui. Pour nous, comme parti, on sait combien de prisons on a. Quand on crée des maisons de détention pour 500, 600, 700 places, l'idéal, c'est qu'on diminue ces mêmes places dans les prisons classiques. Pour le moment, il y a un grand problème de surpopulation. Donc, il faut une période transitoire où peut-être c'est nécessaire de peut-être encore augmenter un petit peu, mais dans l'idéal, quand on crée, disons, 1000 places maisons de détention, il faut diminuer les places classiques dans les maisons, dans les prisons de 1000 places. Donc voilà, ça c'est quand même le but. Peut-être c'est pas déjà possible cette année, dans 2 ans, mais disons dans 5 ans, dans 10 ans, ça doit être la règle. Et comme ça, on peut faire vraiment la transition vers un système avec des prisons très grands, avec un niveau de sécurité qui est pareil pour tout le monde qui est dedans, vers un système de maison de détention où vraiment, avec 20, 30, pas trop, de gens, on peut vraiment travailler pour vraiment les aider pour la réintégration dans la société. Voilà. J'ai encore beaucoup de choses à dire, mais peut-être dans le deuxième tour, je peux encore ajouter des choses. Monsieur Luamboua. Merci pour l'invitation. Donc évidemment, pour les engagés, je pense que c'est un peu comme pour les autres partis, on est favorable à cette mesure. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un autour de la table qui va venir vous dire non, les maisons de détention, je suis contre. Maintenant, ce qui est important, c'est aussi le sens qu'on va mettre derrière ces maisons de détention. Moi, ce que je regrette, et ce qu'on constate à l'heure actuelle, c'est que le système tel qu'il est présenté par le ministre, il est un peu dévoyé parce que son objectif à l'heure actuelle, c'est de pouvoir obliger le fait de prester les peines de moins de 3 ans. Son objectif à l'heure actuelle, c'est de pouvoir avoir encore plus de places de détention. Alors moi je trouve que là, dans la logique qui est menée pour le moment, on passe complètement à côté de l'objectif. Parce que l'objectif des maisons de détention, il est tout à fait admirable. Ça permet d'infléchir la destinée d'une personne, de lui donner des opportunités nouvelles. C'est ça le grand objectif, tant pour les personnes qui sont détenues que pour nous en tant que société par rapport au risque de récidive. Parce qu'on le voit, les gens qui rentrent en détention, c'est extrêmement rare qu'ils en sortent agrandis, qu'ils en sortent améliorés. Ça, c'est quelque chose qu'on loupe complètement à l'heure actuelle. Quand on voit le taux de récidive qui est plus élevé après un passage en prison que quand on a été condamné et qu'on n'a pas été en détention, ça veut dire qu'en tant que société, par rapport à notre système carcéral, on a complètement loupé quelque chose. Et donc, évidemment, avec ce système de maisons de détention qui sont plus petites, je pense qu'on peut répondre et on peut fournir un accompagnement qui est plus correct. Mais ici, on est un peu pris en otage par l'agenda du ministre qui veut absolument avancer et qui va précipiter, je pense, les prisons dans le chaos à partir de septembre
avec sa volonté que toutes les peines de moins de 3 ans soient effectuées, sans, dans un premier temps, avoir pu développer ces 15 maisons de détention. Parce qu'on dit, voilà, on a déposé 92 millions d'euros de budget pour ces 15 maisons de détention, mais pour le moment, oui, il y a Courtrai, la ville du ministre, et il y a Ninove qui est en bonne avancée, mais pour le reste, il y a beaucoup de refus. Et je pense que c'est parce que aussi, le ministre s'est inscrit dans une logique qui est managériale, et n'a peut-être pas été encore assez à la rencontre des habitants. Alors on a parlé du phénomène NIMBY, ça je peux l'entendre, et on le rencontre au sein des communes, des gens qui disent « moi je ne veux pas avoir ce qu'on appelle ou ce qu'on considère comme une petite prison à côté de chez moi », mais je pense qu'avec des efforts de pédagogie et en sélectionnant bien aussi les lieux pour les maisons de détention, on peut aller au-delà de ces freins. Parce que c'est vrai, et moi je peux entendre aussi les critiques de riverains qui s'inquiétaient que la maison de détention se trouve à côté d'une école. Ça, je peux entendre ça comme critique. Maintenant, est-ce que, en termes de sécurité, ça allait poser un réel problème? Je ne crois pas. Et au-delà de ça, il y a un travail qui doit se poursuivre pour trouver ces endroits, pour pouvoir avancer. Et on peut que regretter à ce stade que ça ne soit pas plus étendu, parce que pour moi, c'est vraiment une mesure d'avenir pour notre société et pour les détenus en particulier. Merci. Je propose qu'on continue dans l'ordre de la table. Oui, donc, Madame Gilson. Voilà, merci beaucoup. Je dois aussi excuser Monsieur Awasti. En fait, nous étions tous les trois en commission et nous avons une autre commission ensemble à 13h30. Donc, Monsieur Awasti étant seul a dû rester dans son groupe, je veux dire. Et donc, voilà, ça explique mon retard. Moi, j'ai un collègue qui était là. Mais alors, beaucoup de choses ont déjà été dites. C'est clair que le MR, étant député du MR, adhère tout à fait à ce concept de maison de détention, avec l'idée de prévoir une exécution des peines, mais dans un système où, surtout pour les personnes qui ont des courtes peines, donc de moins de 3 ans, on ne les met pas nécessairement dans un milieu carcéral où on a quand même des évidences comme quoi il y a une mise en contact avec un milieu délinquant et qui présente des risques que la personne, du coup, ne sorte pas de la délinquance ou au contraire, il reste ou renforce son adhésion au système délinquant. À ça s'ajoute aussi le fait qu'en Belgique, on a quand même un des taux de récidive les plus importants, qui est de 70%. Donc on a 70% des détenus libérés qui ensuite comparaissent à nouveau devant un juge. Donc ça, c'est aussi une statistique interpellante. Donc il faut vraiment miser sur une exécution de la peine, bien sûr. C'est important dans un état de droit, quand un juge a prononcé une peine, qu'elle soit exécutée, mais qu'elle soit exécutée d'une manière qui aboutisse à une amélioration du comportement du condamné et à une amélioration aussi de la paix sociale dans notre société. Donc le gouvernement s'est donné une ambition importante puisque l'objectif c'est de créer 720 places d'ici 2024. Il y a des montants importants aussi qui sont prévus au budget. Bien sûr, il y a, comme l'ont dit des collègues, ce problème des communes qui, jusqu'à présent, mettent plutôt des freins à l'implantation de maisons de détention chez eux. Mais étant donné qu'on aura des ouvertures assez rapprochées de 2 maisons de détention, donc une à Courtrai et une à Berkendal sur le site de la prison qui va être libérée suite au déménagement à Haren, ça donnera certainement une mise en œuvre concrète qui permettra d'évaluer et, je l'espère, de convaincre d'autres responsables locaux finalement du caractère compatible avec une vie communale locale. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand un détenu est en prison, les détenus condamnés pour des peines
de moins de 3 ans et parfois d'autres à certaines conditions, peuvent déjà parfois sortir avec permission pour des tâches ou des missions bien précises, comme par exemple rechercher un travail ou aller à un entretien d'embauche. Et ça se fait sans bracelet électronique. Donc il y a parfois, je crois, des choses dans le grand public qui ne sont pas connues et qu'il faudrait davantage mettre en évidence pour dire, voilà, déjà maintenant, il y a des personnes qui sont détenues et qui sortent de temps en temps pour des tâches bien limitées. Et ce serait le cas aussi dans ces maisons de détention. Les personnes ne pourraient pas sortir à tout bout de champ quand elles en ont envie. Il y aurait cet accompagnement avec des personnes formées spécifiquement à cette attitude d'être coach et donc d'essayer de tout faire pour que la personne sorte de la délinquance et se réinsère dans la société. La régie des bâtiments, dont le secrétaire d'État Mathieu Michel est responsable, a été chargé par le gouvernement d'identifier des sites. Il y a déjà des sites qui ont été identifiés, 264 sites au niveau des propriétés qui sont dans le portefeuille de la régie des bâtiments. Dans ces 264, 36 sites ont été identifiés par le SPF Justice comme devant être étudiés et pouvant pouvant devenir des maisons de détention. Et il y a aussi une série de sites privés, au départ 60, et après une étude préalable, 17 sites qui ont été sélectionnés. Donc ça veut dire qu'au total, on a déjà maintenant, dans le pipeline de l'étude de la régie des bâtiments, 53 sites. Et sachant que dans une maison de détention, en général, ce sera environ 50 personnes, si on multiplie ces deux chiffres, ça fait qu'on a quand même 2550 places qui sont identifiées et en phase d'étude par le SPF Justice après cette présélection de la régie des bâtiments. Donc je veux quand même garder une note d'espoir en me disant que sur ces 2650 places, on pourrait parvenir à en mettre en œuvre 720, moins déjà les 2 places de Courtrai et de Berkendal. Voilà, le temps presse, les difficultés sont là, mais la volonté politique aussi, et donc nous espérons qu'on puisse aller de l'avant avec ça. Merci. On va terminer du coup cette question avec vous, Monsieur Boukili. Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais m'excuser de mon retard, mais comme l'a dit Madame Gilson, on était retenu dans une commission qui est toujours en cours. Moi, je n'ai pas de remplaçant dans la commission, mais je tenais quand même à être avec vous pour ce débat important. Et merci pour l'invitation, du coup. Concernant les maisons de détention, comme ça a été dit, je crois que personne ne va s'opposer à la création de maisons de détention. En tout cas, personne de sensé. Maintenant, les maisons de détention, si on les met en place, il doit y avoir une vision politique et une politique carcérale dans laquelle on insère cette politique de maisons de détention. Parce que on peut très bien mettre des maisons de détention, mais s'ils suivent la même logique carcérale qu'on a aujourd'hui, ça veut dire une surpopulation, un manque de personnel et ainsi de suite, on va reproduire les mêmes problèmes. Et donc, il faut une stratégie pour la politique carcérale pour que ces maisons de détention jouent le rôle social qu'ils sont censés jouer. Et c'est aussi pour répondre à une situation qui est catastrophique au niveau de la Belgique. On parle d'un pays où la surpopulation carcérale est genre de plus de 1300 détenus de trop dans nos prisons, avec un manque de personnel de 10% en dessous du cadre nécessaire, un cadre qui a été revu à la baisse en 2016, et ce cadre est déjà insuffisant aujourd'hui pour répondre aux besoins dans les prisons, et on le remplit pas non plus. Et surtout, ce manque de personnel se traduit pour les personnes les plus fragiles dans les prisons, et par exemple les malades, les personnes internées, où là, il n'y a même pas le suivi psychosocial nécessaire pour qu'elles puissent être traitées dignement. Et d'ailleurs, la Belgique a été condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l'homme pour son manque de
de garantie des droits humains au sein de ces prisons. Donc normalement, les maisons de détention, il y a un projet de maison de détention qu'on mettrait en place, devrait répondre à ces problématiques et devrait rentrer dans une logique qui est complètement inverse à celle qu'on exerce aujourd'hui. Mais dans les faits, au fait, parce que là, on parle du fait que le ministre met en place un projet pour créer des maisons de détention, la question à se poser, est-ce que ici, on est en train d'aller dans une logique différente que celle qui existe aujourd'hui pour avoir un système carcéral qui répond aux normes des droits humains et en fait au besoin de diminuer la récidive qui est un record au niveau européen, au niveau de la Belgique, qui est de 60% chez nous. Dans les faits, en fait, non. Le projet qui est présenté par le ministre ne va pas dans cette logique-là d'inverser la tendance. Juste pour rappel, les 700 places qui sont prévues par les maisons de détention que le ministre veut créer ne vont pas... C'est pas 700 places qu'on va prendre dans les prisons pour remplir les maisons de détention, et donc ça va pas vider 700 places dans les prisons. En fait, c'est 720 places pour mettre en place une application de loi en fait, pour exécuter les courtes peines. Ça veut dire que ces maisons de détention qu'on met en place, c'est pour des nouveaux prisonniers. Ce n'est pas dans une politique pour répondre aux besoins qu'on a aujourd'hui dans le milieu carcéral. Donc là, il y a un problème, c'est que ces maisons de détention vont arriver dans une logique qui est déjà catastrophique aujourd'hui, et il n'y a pas une vision différente par rapport à avant. Donc, est-ce que des maisons de détention dans cette logique-là répondent à la problématique auquel on fait face ? La réponse est non, si on continue dans ce chemin-là. L'idée, ça serait de changer notre politique carcérale, de passer d'une politique avec des grandes prisons, et là aussi il y a une contradiction, parce que d'un côté on met en avant les maisons de détention et en même temps on crée une méga prison à Arène. Donc elle est où la logique dans cette politique-là ? Et en fait c'est plutôt, ça démontre qu'il n'y a pas de changement de paradigme par rapport à la politique carcérale. Donc, si on met en place ces maisons de détention, ça serait pour répondre à cette problématique-là. Et puis, il y a un deuxième problème qui est notre code pénal qui nous amène à cette situation. Ici, à chaque fois qu'il y a le moindre délit ou quoi que ce soit, il y a une peine de prison à la clé. À un moment donné, la prison doit être le dernier recours dans une société. Il y a les peines de travail, il y a les peines avec sursis, le bracelet électronique, parce que dans les faits, la prison, c'est le meilleur formateur de criminels. Il y a des gens qui rentrent en prison en détention préventive pour un bête truc, et qui ressortent de là avec toute la boîte à outils du criminel apprenti, et ils vont exercer ça sur le terrain, ce qui fait qu'on a un taux de récidive parmi les plus hauts en Europe. Donc c'est aussi notre politique pénale qu'il faut revoir, et avoir une politique qui n'est pas basée seulement sur le répressif comme on le fait aujourd'hui, mais comment faire en sorte que dans une société, d'abord, de manière préventive, que les gens ne commettent pas des crimes et des délits. Et là, il y a toute la question sociale qu'il faut voir, comment créer les conditions nécessaires pour que les gens ne passent pas à la criminalité. Moi, quand j'ai été visiter la prison de Saint-Gilles, il y avait une surpopulation qui était quand même impressionnante pour une prison de 580 places, je crois. On était à près de 800 détenus. Et parmi ces détenus-là, il y avait 70% des détenus qui étaient en arrestation préventive. Ils n'étaient pas condamnés, ils sont en arrestation préventive. Ça veut dire, dans les 70%, il y a des gens qui sont peut-être innocents, qui n'ont rien à se reprocher, mais qui se retrouvent dans un milieu où ils vont avoir tous les éléments nécessaires pour devenir des criminels par la suite. Donc, est-ce que 70% d'une population carcérale peuvent être juste des arrestations préventives dans un pays où il y a une surpopulation carcérale? Donc il faut revoir le code pénal. Et puis, je pense qu'il y a un changement de paradigme qui est nécessaire. La politique de tout répressif doit s'arrêter, et on doit travailler sur la prévention et sur l'éducation dans une société qui aspire
à moins de récidives. Et surtout, les maisons de détention doivent rentrer dans un cadre et dans une perspective et une politique carcérale qui n'existe pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est juste pour caser ceux qu'on ne peut plus mettre en prison parce qu'il n'y a plus de place. Merci. Est-ce que vous voulez prendre la parole? Vous devez encore un peu... Ça va? Merci. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Donc, Khalil Awasti, je vous avais tous présenté avant. Non, merci. Oui, c'était justement... Voilà. Donc on a commencé par une question assez générale sur finalement quelle est la position de vos partis sur le projet des maisons de détention. Et je vous donne 4 minutes pour y répondre. Et après, du coup, vous pouvez déjà préparer vos questions puisque n'ont pas beaucoup de temps. Je propose qu'après, je laisse la parole à la salle. Voilà. Et vous devez parler dans le micro. Je vais essayer de parler dans le micro et de reprendre mon souffle en même temps. Désolé déjà pour le retard, mais voilà. L'agenda du Parlement était un peu compliqué. Je pense que la première question et la question préalable qui se pose, même avant de discuter des maisons de détention en réalité de la prison, c'est la question de l'incarcération et de l'utilité de l'incarcération dans nos sociétés. Parce que, en fait, la forme moderne de la prison telle qu'on la connaît, elle date du XVIIIe siècle. L'arrestation, l'emprisonnement, etc. Mais la prison et l'utilité, elle date fin du XVIIIe, début du XIXe. Et c'est donc la question de l'incarcération qui, malheureusement, devrait être, d'après toute une série de standards, l'ultime sanction et qui, aujourd'hui, est devenue, au fait, l'étalon de la peine. Donc on ne peut plus et on ne considère plus aujourd'hui qu'à travers un délit ou n'importe quelle infraction, on ne puisse plus sanctionner par l'emprisonnement, que ce soit de manière principale ou de manière subsidiaire. Donc je pense que la première question qui doit être posée, c'est celle-là, à mon sens. Et c'est pour ça que toute une série de travaux sont importants sur, le sens de la peine, sur l'utilité de la peine, sur faut-il systématiquement, en fait, prévoir une peine d'emprisonnement ou pour toute une série d'infractions, il faut éviter l'emprisonnement et quand on ne les prévoit pas de manière, je l'ai dit, principale, est-ce qu'il faut systématiquement la prévoir de toute façon de manière subsidiaire parce qu'auquel cas, en fait, on ne fait qu'étendre le filet pénal et le filet répressif et le filet d'emprisonnement parce que si la peine principale n'est pas exécutée, la peine subsidiaire sera l'emprisonnement, et donc on retombe dedans. Donc ça, c'est vraiment une vraie question, c'est la question politique, philosophique, première à se poser, à mon sens, pour travailler sur le système carcéral. À titre personnel, et je pense parler aussi pour mon groupe et mon parti, on ne considère pas que la prison est un but en soi. Je pense même que la prison est un échec en réalité, parce que telle qu'elle est pensée, elle est encore plus un échec que si elle est bien utilisée et bien réalisée, parce qu'aujourd'hui, la prison ne remplit pas, en tout cas, c'est sa fonction principale, qui est la réinsertion. On enferme, on punit, caricaturellement, on jette la clé, et puis on se réveille quelques mois ou quelques années plus tard et on libère. Et donc, on fait pire que mieux dans l'univers carcéral tel qu'il est pensé aujourd'hui, avec un univers carcéral qui est, en termes d'infrastructures, désuet. Voilà. Et en termes de possibilités effectives de promouvoir la réinsertion là-dedans, complète, enfin, on va dire rachitique, pour ne pas utiliser d'autres mots. Donc ça, c'est malheureusement deux constats. On a une surpopulation carcérale, ce qui démontre aussi que vraisemblablement on condamne trop, d'autant plus qu'une grosse partie de la surpopulation carcérale n'est même pas liée à des condamnations définitives, mais est liée en réalité à la détention préventive elle-même, où on emprisonne beaucoup de monde et peut-être trop de monde dans le cas de la détention préventive. Et donc on se retrouve face à tous ces constats et l'idée c'est comment améliorer les choses. Voilà, comment améliorer les choses. Comment améliorer les choses? Je pense qu'il faut d'abord travailler sur le sens de la peine. Ça va être des débats à venir et très prochains, je pense, sur la réforme du code pénal. Et donc, je pense qu'il peut y avoir des questions. Est-ce qu'il faut ouvrir d'autres peines? Est-ce que les peines alternatives doivent être ouvertes à toutes les infractions et inconditionnellement, ou elles doivent faire l'objet de limitations comme elles le sont aujourd'hui? Est-ce qu'on doit penser d'autres formes de peines alternatives? Et puis lorsqu'on arrive à la prison, dans quelles conditions détenir ou emprisonner? Et là, effectivement, on va dire, dans le cadre du système actuel, la maison de détention, c'est mieux que la prison de Lantin, que la prison de Saint-Gilles ou que la prison de Forêt. Il n'y a pas photo. Ça, pour ceux qui connaissent les univers carcéraux,
Une maison de détention, c'est un petit univers carcéral qui est censé réunir entre 20 et 60 personnes au maximum. Ça permet de mieux travailler avec le détenu. On espère de mettre des moyens qui permettent en fait, de diminuer toutes les questions en fait, de violence inhérentes au système carcéral, de travailler sur un modèle semi-ouvert en interne de la prison beaucoup plus facilement que d'avoir en fait un modèle Duc Pétiot comme aujourd'hui à Saint-Gilles où les gens sont enfermés quasiment 23 heures sur 24 dans 9 mètres carrés parfois en situation de surcapacité. Donc est-ce que la maison de détention est un palliatif au système de l'emprisonnement aujourd'hui? Oui, très certainement. Par contre, ce qu'il faut éviter, c'est que la maison de détention, en fait, ne serve uniquement qu'à augmenter les capacités carcérales, puisque ça, tout le monde le sait. Une fois qu'on ouvre des places de prison, on les remplit très vite, trop vite dans notre État, parce que tout le système antérieur n'est pas pensé, et doit permettre d'améliorer le suivi en vue de réinsertion, et ce de manière effective. Et donc si on arrive à avoir finalement ces deux objectifs qui sont rencontrés, ben, ça sera mieux qu'aujourd'hui. Ça sera pas bien, mais ça sera mieux qu'aujourd'hui. Et pour ça, déjà, le modèle de maison de détention est un modèle, je pense, plus favorable que le modèle qui est aujourd'hui effectif. Je pense que j'ai presque dépassé mes 4 minutes et que je vais donc me taire. Voilà, merci. Merci. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions dans le public que vous voulez poser aux parlementaires. Ils ont déjà brassé pas mal de choses. Oui, je vous passe le micro. Merci beaucoup. Je voudrais aussi témoigner, en fait, plus que poser une question. J'ai entendu vos différentes interventions. Moi, je suis échevin anguien. Et en Anguien, on a eu moi j'appelle ça la chance d'avoir une maison de transition. Tout le monde est d'accord sur les maisons de détention, donc j'imagine que vous êtes tous d'accord aussi sur les maisons de transition. Je pense que dans vos partis, il faut faire un travail de pédagogie et de dire à vos membres que c'est un bon outil. Sans vouloir viser Madame Gilson, mais à Anguien, la plus grosse opposition est venue du MR. Comme le MR n'a pas été très très d'accord avec la maison de transition à Spa. Et donc vraiment, je vous encourage à motiver vos troupes, parce que votre discours était intéressant également. Par rapport au rôle de la prison, on pense souvent au rôle de protéger la société, mais aussi de protéger, de rendre meilleur le détenu. Je pense que un troisième rôle de la prison, c'est aussi c'est un objectif, c'est que en fait, les victimes veulent une peine, ont besoin d'une peine pour que ce qu'ils ont ressenti soit objectivé. Et donc, gardons cela à l'esprit. Enfin, pour ce qui est du caractère NIMBY, effectivement, personne ne va avoir une prison à côté de chez soi, personne ne va avoir une éolienne à côté de chez soi. On a un territoire qui est ce qu'il est. Mais si on excentre les maisons de détention ou les maisons de transition, ça n'aura pas beaucoup de sens non plus, parce qu'il faut que ces gens puissent s'insérer. Et c'est l'objectif qui est poursuivi. Donc finalement, j'avais pas de questions, c'était surtout un témoignage. Merci. Merci. Est-ce que quelqu'un a une question à poser? Parce que moi, j'en ai plein, évidemment. Mais je suis assez contente, vous avez déjà abordé beaucoup de points sur ce dossier-là. Je pense que du coup, puisqu'on a abordé beaucoup de points, j'aurais peut-être une question. En fait, le projet des maisons de détention est en train de se concrétiser. Il y a déjà eu beaucoup de critiques qui ont été formulées. Je pense que là, on en voit un, c'était la question de la localisation, la question du travail au sein de la communauté, qui est quand même vraiment un point clé dans la mise en place de ce projet. Peut-être essayer, pour qu'on voit un petit peu plus les priorités que vous allez mettre en place durant les prochains mois. Quelle serait la question ou vraiment la critique que vous feriez par rapport au projet de manière assez constructive? Donc je dirais plus, qu'est-ce que vous metteriez en place pour peut-être éviter les critiques qu'on entend? Ça vous semble... C'est parce que je trouve que quand on aborde beaucoup de choses, je pourrais aussi, comme vous, je pense, écrire des livres entiers sur la question carcérale, mais je pense que c'est intéressant d'y voir un peu plus clair sur vos priorités et ce qui vous... voilà. Je propose qu'on commence par vous, du coup. Non, vous avez ce micro. Pour moi, effectivement, donc, ça a été dit. Je pense, la localisation. Donc,
qu'il est illusoire de penser qu'une maison de détention qui se situerait à 2 heures de route de la première ville où serait une bonne chose. D'une part, parce que la réinsertion se travaille notamment avec le milieu familial et qu'il faut que le milieu familial puisse avoir accès aux détenus. Et d'autre part, si on veut réinsérer et si on veut permettre aux gens de pouvoir trouver un travail, postuler, se former, bénéficier utilement en fait de l'ensemble de congés et ainsi de suite, il faut qu'ils soient à proximité de centres urbains ou en tout cas à proximité de lieux où ça c'est potentiel. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, vous avez évoqué la question du travail, je ne sais pas si vous l'évoquez en prison ou hors prison, mais sur la question du travail en prison, c'est vraiment une vraie question qui se pose, puisque la question du travail en prison, à mon sens, est intéressante, mais à condition qu'elle respecte certaines normes, ce qu'elle ne respecte pas aujourd'hui. Je suis désolé de le dire, mais aujourd'hui, les personnes qui travaillent en prison ne bénéficient pas de l'ensemble des protections au travail dont bénéficierait n'importe quel travailleur, ne bénéficient pas de normes salariales, même, j'ai envie de dire, les plus basses comme celles qu'on peut trouver en matière d'économie sociale. Et si quelqu'un est détenu pendant 10 ou 15 ans et qui travaille pendant 10 ou 15 ans, ça ne lui fait même pas cotiser à la sécurité sociale. Et donc, ça fait pendant 10 ou 15 ans une personne travaille. Non seulement elle est mal payée, mais en plus de ça, elle ne bénéficie pas du revenu indirect, en réalité, que sont ses cotisations sociales personnelles et patronelles, que pour pouvoir alimenter, pour pouvoir, à sa sortie, ne pas que l'appauvrissement qui est lié à la prison, ben voilà, la personne est déjà emprisonnée, soit doublée d'une sanction qui soit une sanction sociale ultérieure et ainsi de suite. Donc ça, je pense qu'il faut pouvoir cadrer les choses. Et puis la troisième chose, c'est si on veut réussir, je pense très sincèrement, et vous avez parlé du problème NIMBY, et ça se retrouve malheureusement partout, il faut pouvoir être pédagogue. Il faut pouvoir être pédagogue, il faut pouvoir associer en amont. Je pense que la brutalité de venir, de s'installer et de se dire ce sera ici, ça ne marche pas. Donc il faut pouvoir être pédagogue, associer en amont et puis continuer à associer pendant tout le processus. Et le processus fonctionnera, je l'espère, par de la cooptation. J'ai pu voir dans une vie professionnelle antérieure combien il était difficile de mettre en place un centre intégré pour personnes ayant des addictions dans le centre-ville de Bruxelles et l'ensemble des cris d'orfraie qui étaient poussés à cette occasion, qui le sont d'ailleurs toujours aujourd'hui. Il faut pouvoir travailler et discuter avec l'entourage. Voilà. Merci. Bon, si on veut parler des priorités par rapport à ce qui existe aujourd'hui sur la table, concernant les maisons de détention, s'il y a une priorité par rapport à ce projet du ministre, c'est que ces maisons de détention ne soient pas des nouvelles places de prison, mais que ce soit des places pour remplacer des places en prison. En fait, que ça soit une alternative aux prisons classiques et pas un complément. Et en fait, c'est ça qui se passe aujourd'hui dans les faits. Ça devient un complément. Et s'il y a une priorité, c'est que ça ne soit pas le cas et que ça devienne une alternative aux prisons et qu'il faut généraliser. Et pour cela, et aussi pour éviter qu'il y ait de reproduire un peu les mêmes mécanismes négatifs qui existent dans les prisons, de les reproduire dans les maisons de détention, et notamment sur la question de l'exploitation du travail des détenus de manière, en dessous de toutes les normes sociales. C'est une question parmi d'autres, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la question du personnel et ainsi de suite. Il faut un investissement massif, en fait, dans le domaine. Il faut un investissement public pour mettre les moyens nécessaires, parce qu'une prison ou un système carcéral qui a les moyens nécessaires pour faire son travail de manière, on va dire, positive, va contribuer à diminuer la récidive, va contribuer à que la prison soit réparatrice et pas destructrice comme elle l'est aujourd'hui. Donc il y a une question aussi d'investissement et de mettre les moyens nécessaires pour le faire dans une vision des maisons de détention comme alternative et pas comme compensation du manque de place aujourd'hui. Et malheureusement, ce n'est pas ce qui se fait maintenant. Donc s'il y a une priorité, c'est de changer ça. Et un dernier élément en termes de priorité, parce que c'est lié aux nouvelles maisons de détention qui sont mises en place, c'est l'application des courtes peines. À partir du moment où on juge que la prison doit être le dernier recours, que ce n'est pas une solution, qu'on a le plus grand nombre de détenus par habitant au niveau européen et pourtant la plus grande récidive. Donc ce n'est pas une solution, il faut trouver d'autres solutions. Donc il faut
mettre en place il faut modifier le code pénal et mettre en place une autre politique carcérale. Donc ça, pour moi, ça serait les priorités aujourd'hui pour répondre à la question auquel on est confronté. Merci. Ça fonctionne? Ah oui. Oui, je crois qu'il faut être très concret pour essayer de lutter contre cet effet NIMBY où les communes ont tendance à être réticentes, et le témoignage à cet égard de Monsieur Léchevin est très intéressant. Je crois qu'il faudrait faire des partenariats avec, par exemple, l'Union des villes et des communes de Wallonie et de Bruxelles, et avoir vraiment votre témoignage, par exemple, qui puisse faire des émules et montrer de manière concrète. Et c'est pour ça que je disais dans mon intervention précédente que les 2 maisons qui vont de détention qui vont s'ouvrir assez prochainement, il faudra faire une évaluation assez vite. Et en tout cas, les moyens financiers sont là. Et c'est un engagement important parce que la maison de détention, par rapport au coût que représente un séjour en prison, est aussi beaucoup plus important. Rien qu'en frais de personnel dans une maison de détention, on arrive à peu près 110 € par jour par détenu, ce qui est bien supérieur à ce qui est dépensé dans les prisons. Alors, il faut évidemment aussi parler quand même de l'impunité. On est dans une société où ça ne va pas qu'on n'exécute pas les peines de moins de 3 ans. Ça ne va pas non plus qu'on utilise la détention préventive à la place d'une peine. Donc, tout ce système va, à mon avis, pouvoir améliorer le fonctionnement de notre justice. Il y a aussi les bracelets électroniques, où ça, c'est aussi un outil important pour pouvoir exécuter les peines et diminuer la population carcérale. Merci. Oui. Je pense qu'on rentre dans une phase où on doit arriver à de la concrétisation. Donc on nous dit on a dégagé des budgets, on veut en construire 15, maintenant il faut se retrousser les manches. J'ai entendu parler des lieux qui ont été présélectionnés, il faut poursuivre, mais sans jamais oublier, et ça c'est évidemment important pour les engager, le volet participatif et co-construit. Ici récemment, on avait la ville de Colfontaine où on est venu avec un projet de maison de détention qui était vraiment dans un système top-down. On avait décidé que ce serait à Colfontaine et il n'y a pas eu de dialogue possible. Mais ça, forcément, ça ne fonctionnera pas. Et donc, il faut avoir une optique et une dynamique qui est différente si on veut arriver à concrétiser. Il faut avoir de la pédagogie. Et je rejoins mes collègues quant au sens et au travail qu'il va y avoir à faire par rapport aux peines de manière générale. Ça reste essentiel pour nos sociétés. Et juste, il n'y avait pas vraiment de questions dans le témoignage de monsieur qui est échevin à Anguin, mais moi, je retiens quand même le regret d'avoir vu ce projet de la maison de transition qui s'est interrompu à Anguin. Je pense qu'il y a eu aussi un manquement au niveau de l'encadrement, quand on a choisi de faire appel à un opérateur privé, comme G4S pour ne pas le citer, je pense qu'on était dans une optique de budgétisation finalement de la détention qui ne correspond pas à nous, nos aspirations. Et donc partir et poursuivre dans ce système-là, je pense que c'est vraiment se fourvoyer. Merci. Alors, il y a... Vous m'entendez ? Oui. Moi, je vois plusieurs priorités, mais la toute première, c'est qu'effectivement, ces nouvelles maisons de détention ne soient pas là, comme c'est le cas aujourd'hui, pour s'ajouter aux prisons actuelles, mais constituent vraiment une alternative aux prisons actuelles et futures. Ça, je pense que c'est vraiment indispensable, et je pense qu'on doit vraiment profiter de la future réforme du Code pénal qui est en cours pour pouvoir insérer la peine dans une maison de détention comme une peine en tant que telle. Ça, je pense que c'est fondamental, tout en sachant que les peines alternatives doivent pouvoir être diversifiées. Et cela doit figurer vraiment en tant que tel dans le Code pénal, parce que, comme je l'ai dit, la maison de détention, ça n'est pas la panacée. Il faut qu'à côté de ça, il y ait vraiment une vraie diversification des peines pour avoir des peines qui soient individualisées. Les peines qui fonctionnent, ce sont des peines qui
correspondent au profil et au type de criminalité de chacun et de chacune. C'est comme ça vraiment que on aboutira finalement à des plans de détention. Donc finalement, on est tributaire aujourd'hui de l'application de la loi de 2005 et la loi de principe, et qui demande qu'il y ait des plans individuels de détention qui soient applicables à chaque détenu. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas, et c'est la raison pour laquelle finalement, on voit effectivement que des peines d'emprisonnement ne correspondent pas à tous avec des effets pervers comme on le voit aujourd'hui. La deuxième priorité, c'est, et d'ailleurs à ce sujet, M. Vanek évoquait une phase transitoire. Donc le fait qu'aujourd'hui, on voit ces peines s'ajouter, mais qu'il faudrait avoir la garantie qu'à terme, on puisse se dire que les peines qui ont été créées puissent être réduites dans les maisons, les places puissent être réduites dans les prisons où il y a aujourd'hui où il y a une surpopulation. On pourrait profiter de ce code pénal pour prévoir cette période transitoire et faire coïncider cela à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal, par exemple. Donc je pense qu'il y avait ici une idée assez intéressante. La deuxième priorité, c'est de faire appliquer les lois telles qu'elles existent. Aujourd'hui, on l'a dit, il y a beaucoup trop de détenus préventifs, donc qui sont présumés innocents, dans nos prisons, alors que les critères sont très stricts. La détention préventive est réservée aux personnes qui risquent de fuir la prison, qui risquent de reprendre contact avec des complices, etc. Et on voit que finalement, ces critères ne sont pas correctement appliqués. Autre loi qui doit être appliquée, c'est la loi de principe, comme je l'ai dit, où on prévoit un plan de détention avec suffisamment de budget pour la formation du personnel, pour la formation des détenus, donner vraiment un sens de la peine, leur donner accès au travail. On a posé de multiples questions parlementaires et on voit que finalement, il y a énormément de détenus qui restent sur les listes d'attente, qui attendent de pouvoir travailler, qui ne le peuvent pas et par conséquent, eh bien, effectivement, ils restent dans un engrenage de criminalité. L'autre priorité, c'est qu'à côté de ces maisons de détention, les prisons qui demeurent, eh bien, en tout cas les futures prisons, que l'on arrête avec ce modèle classique de prison. Alors aujourd'hui, c'est vrai que Aron est vu comme un village pénitentiaire, toujours est-il qu'il ne correspond pas à ce concept de prison innovante qu'attendent les experts, mais aussi la Cour des comptes. Depuis 2011, la Cour des comptes nous dit qu'on va droit dans le mur parce que l'on continue avec ces prisons classiques, même s'il s'agit de parcs carcéraux, entre guillemets. Et donc on poursuit cela puisque les prisons de Aron, Otermonde ou les futures prisons sont en fait l'exécution du master plan qui avait été critiqué à l'époque parce que la Cour des comptes nous disait vous construisez des prisons classiques et non pas des prisons innovantes. Et enfin, et ça on l'a dit, je pense qu'on est tous d'accord, c'est de pouvoir faire preuve de pédagogie. Je pense que le témoignage de Monsieur Léchevin est vraiment éloquent. J'ai moi-même visité la fameuse maison de transition d'Anguin lorsqu'elle fonctionnait. J'ai rencontré les détenus en leur sein qui me disaient mais vraiment je me sens utile, je suis prêt, j'ai envie de revoir ma famille, j'ai retrouvé un sens à ma vie finalement, et on a mis à mal tous les projets de détention parce qu'effectivement les projets de réinsertion, parce que l'entreprise qui s'occupait de ces projets a finalement décidé de ne plus poursuivre. Mais je pense que l'on peut finalement faire en sorte qu'il y ait des lieux de rencontre dans les communes qui sont appelées à accueillir ces maisons de détention, ces maisons de transition, en invitant les autorités locales de ces communes, qui au départ étaient plutôt réfractaires et qui au final ont vu, que ce soit à Courtrai, à Anguin ou à Malines, ont vu que finalement ça portait des fruits. Je pense qu'il faut rassurer aussi les concitoyens par rapport à cela, par rapport aussi au profil des détenus. C'est des courtes peines, ils sont encadrés, ce qui n'est pas le cas lorsqu'ils exécutent par exemple des peines de bracelet électronique. Donc on a vraiment des leviers qui sont malheureusement, à mon sens, aujourd'hui insuffisamment mobilisés. Merci beaucoup. Je suis d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites et je vais encore aborder deux choses concrètes. Primo, les questions sur le personnel. Parce que là, je pense ce qui est très intéressant, c'est dans les maisons de détention, il y aura un tout autre profil de personnel. Et ça, c'est très important. Donc il y aura, quand je vois à Courtrai, 57 places, je pense qu'il y aura ce qu'on appelle des tensiebegeleiders, je ne sais pas comment on dit en français, oui, accompagnateurs. Donc il y aura des psychologues, des assistants sociaux, tout ça. Donc le personnel aura un autre profil que dans les prisons classiques.
Et moi, je pense que c'est très, très, très important parce qu'on a le but d'insérer très vite, plus facilement les gens dans la société. C'est très important. Donc, il faut évaluer ça et je pense que ça va porter des fruits. Et deuxièmement, la discussion sur l'échelle des peines, l'exécution des peines, de courtes peines. C'est une discussion dans laquelle dans le Parlement on en discute depuis 15 ans, 20 ans. Et c'est quoi le problème? Quand on écoute un juge d'instruction, il nous dit, il y a quelqu'un qui apparaît devant moi, je regarde le casier judiciaire, il a été condamné à une peine de 6 mois, puis 12 mois, puis 18 mois. Il n'avait pas été en prison. Parfois pas un mois, pas un jour. Et donc il y a des juges d'instruction qui disent, ah maintenant, je décide une détention préventive, parce que qu'est-ce que je dois faire? Et peut-être, si c'était la première fois, le juge d'instruction n'avait pas pris sa décision. Qu'est-ce que le juge de fond, il fait? Le juge de fond, il voit quelqu'un avec le même casier judiciaire, 6 mois, 12 mois, 18 mois, peine de travail, purger une peine, presque pas, ou rien. Et parfois, il décide, ah c'est fini, ça suffit, je prononce 3 ans et 1 mois. Je prononce 37 mois. Plus que le juge veut donner, prononcer. Et comme ça, on a une inflation de peines qui sont plus... et donc ça augmente les problèmes de la surpopulation. Et il faut réfléchir comment on peut contourner cette logique, cette inflation. Moi, je pense si les maisons de détention, si quelqu'un a été condamné une peine de 2 ans, disons, 2 ans, avec une bonne... dans une détention maison de détention, avec tout autre personnel, et on voit que les résultats sont meilleurs et très bien, bien un juge, peut-être, il ne va plus prononcer les 37 mois. Peut-être il va dire, ah, si c'est utile, une peine de 2 ans, peut-être ça suffit, il ne faut pas prononcer 37 ans. Donc moi je pense que si un juge voit qu'il y a des solutions qui aident à trouver de bonnes solutions, je pense, mais ça prend du temps. Ce n'est pas dans 1 an ou dans 2 ans qu'on va voir que... Mais, donc c'est pourquoi moi je pense aussi que les maisons de détention, ça peut être positif dans le futur pour lutter contre la surpopulation. Mais il y a d'autres problèmes aussi, parce que c'est très complexe, évidemment. Il y a d'autres problèmes. Un cas, Sky ICC, le grand dossier, je pense qu'il y a 500, 600 gens qui sont en détention préventive ou plus. Un seul cas. Ce sont des crimes très graves, donc... Mais ça veut dire notre système ne peut supporter pas. Et donc voilà. Donc il y a beaucoup de problèmes, mais donc il y a beaucoup de solutions. Et encore une chose sur le code pénal, sur lequel on travaille. Vous savez qu'on va travailler avec 4 niveaux de peine, d'échelle. Et normalement, dans le niveau 1, il n'y aura pas de peine de prison. Donc il y a beaucoup d'attention. On veut introduire beaucoup de possibilités de peines alternatives. Mais dans niveau 1, normalement, pas de détention, de prison. Voilà. Donc ça va aider aussi, et c'est un choix politique aussi qu'on veut vraiment aller dans ce sens-là. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Oui. Quand je vous entends ici, tout le monde, si vous étiez la Belgique entière, on se demande pourquoi on a entendu 10 ans pour la première pilote. Donc c'est aussi un public assez facile que vous avez devant vous. C'est légal, qui est positif à l'idée. Donc c'est comme Stéphane a dit, il y a beaucoup de travail à faire, à faire la transition entre le paradigme de la prison qui est vraiment un archétype dans la tête de chaque Belge, donc à faire un paradigme
d'une multitude de formes de détention à petite étaille. Hein, donc, il y a un grand mouvement à faire. Donc, mais donc, tous les obstacles, on doit les aborder. Hein, tous les obstacles. Donc, c'est un grand travail. Hein. C'est tout ce que je veux ajouter, en fait. C'est pas vraiment une question, c'est plutôt une crainte. On a évoqué un peu les maisons de transition en Guyane, qui ont donc ces 2 maisons de transition. L'une est fermée, pour moi c'est 50% d'échec du coup, avec le G4S qui décide à un moment de remettre, et puis je vous entends dire on regrette. Mais du coup on perd des places là. Et j'ai l'impression j'ai cette peur qu'on n'ait plus de pouvoir, qu'on dise oui, ils ont fermé, c'est comme ça, et que du coup, on ne s'empare plus du problème. Et autre chose, toujours dans ce modèle public-privé, si le privé gère ces maisons de détention, si c'est le cas, ou en transition. Pardon. Pour les maisons de transition, pour les maisons de détention. Oui. C'est ça. C'est ça. Et ça concerne quand même, donc je vais poursuivre, et ça peut aussi s'appliquer aux maisons de transition. Donc j'ai lu pas mal de choses concernant les activités et l'intégration au sein d'un quartier. Donc ça, c'est des choses qui m'intéressaient. Et avec aussi cette interrogation en lien avec ce que disait Monsieur Awasthi sur le travail en prison, qui en fait n'est pas forcément, on ne perçoit pas forcément un salaire, mais plutôt une gratification. Et donc voilà, savoir un petit peu comment ça va se passer. Et je crois que ça peut être aussi un élément positif pour aller vers la population, et peut-être là une des clés de cette démarche. Merci. Merci. Je me permets juste de rebondir parce que c'est vrai que je trouve que ça résonne pas mal avec la rencontre que j'ai eue avec un ancien détenu qui en effet m'a dit que le personnel, et donc ça rejoint ce que M. Vanek disait, que le personnel à la maison de transition d'Anguin en fait était peu formé et que c'était lui qui lui expliquait. Il était très sympa et je pense que le contact humain qu'il a pu avoir avec ce personnel était pour lui une délivrance par rapport à ce qu'il vivait dans les prisons, mais que c'est vrai que il a dû lui expliquer comment fonctionnait finalement le système carcéral et pour pouvoir accéder finalement à des propositions de réinsertion, etc. Et puis à nouveau, c'est un peu toute cette question de projets déjà concrets qu'on a vus. Il y a quand même beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné. Donc c'est vrai que ça, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments là sur lesquels vous pouvez rebondir. Un dernier, je pense que ça rejoint la dernière intervention, au niveau des activités. Il m'a aussi partagé le fait que, clairement, en prison, il avait beaucoup plus d'activités. En maison de transition, il n'avait un peu rien à faire. La seule chose qu'il devait faire, c'est écrire, à Anguien. Donc, c'était vraiment essayer de se réinsérer un maximum et il n'y avait pas d'activité. Alors, à vérifier, je pense que de toute manière, le rapport du CCSP donne d'autres indications aussi pour compléter ce qu'il a dit. Mais c'est vrai que j'ai aussi postulé à des jobs. Écrire un CV pendant toute une journée, pendant toute une semaine, pendant plusieurs semaines, il y a un moment où on a besoin d'autre chose. Donc voilà, je pense que ça mérite d'être nuancé. Mais donc voilà, là je vous propose d'assez vite du coup réagir parce qu'il y a une commission qui va commencer. Voilà. Je propose qu'on commence par... Mais en fait, vous devrez que tous y aller. Bon, je m'excuse parce que je suis arrivé en retard et je vais devoir partir très tôt, mais on débat dans 2 minutes de la question de l'IVG en commission constitution. Donc voilà, c'est une autre question importante qui sera abordée aujourd'hui en commission et donc à laquelle je dois filer. Mais effectivement, sur la question du travail en prison, d'abord, maisons de détention et maisons de transition sont... heureusement ou malheureusement, 2 choses distinctes aujourd'hui. Et elles ne dépendent pas, elles sont tributaires de règles différentes, l'une d'une loi sur le statut juridique interne et l'autre externe des détenus, c'est 2005-2006. Et d'ailleurs, il y a des vrais débats là-dessus parce que la maison de transition est un univers carcéral également. Et donc, pourquoi refuser dans un univers carcéral des droits qui sont accordés dans un autre univers carcéral? Voilà, c'est une vraie question, un vrai débat. Voilà, il y a des débats juridiques, il y a un débat politique. Et je sais qu'en plus de ça, entre
2018 et aujourd'hui, les positions n'étaient pas les mêmes sur le plan politique. Et donc, par conséquent, il y a des discussions et il y a un dernier rapport du Conseil central de surveillance pénitentiaire qui est très intéressant à lire et que je vous invite à lire. Voilà, qui est très intéressant en la matière. Sur la question du droit au travail en prison et en extérieur de la prison, je pense effectivement qu'il faut pouvoir travailler avec son entourage. Pour avoir fait certaines visites, je ne les ai pas toutes visitées, mais par exemple à Berkendal, prison pour femmes et ainsi de suite, il y a un service social qui est assez actif, même très actif, avec un accompagnement social très très proche qui permet véritablement de faire le lien entre l'intérieur de la prison et l'extérieur de la prison, de faire de l'accompagnement, etc. Est-ce que c'est optimal? Probablement pas, mais en tout cas, il y a la volonté d'essayer d'avancer de manière la plus active. Par contre, pour le travail en prison, ça, moi, c'est une position que je tiens, voilà, c'est ma position, je ne vais pas dire que c'est une position partagée. Je trouve qu'il n'est pas normal qu'on n'ait même pas les conditions de travail en entreprise de travail adaptée au sein de la prison, en réalité. Et ça, je trouve que là, il y a un vrai problème, parce que si vous allez visiter, vous avez, on est de plus en plus avec des PC, mais si vous achetez un cahier d'une célèbre marque avec des anneaux dont vous pouvez détacher les feuilles, il faut savoir que vraisemblablement, le cahier que vous avez acheté a été fait à la prison de Berkendal. Il faut le savoir. Et qu'il est fait par des personnes qui gagnent au maximum de mémoire, je pense, oui, à 1 euro de l'heure, peut-être, même pas, avec un maximum plafonné aux alentours de 400 € par mois, je pense, si elles sont bien rémunérées. Donc il faut le savoir, sans sécurité sociale et parfois sans même respect des conditions de base. Moi j'ai été, elles soulèvent des palettes avec des transpalettes, il n'y a même pas de chaussures de sécurité. Donc si la palette leur tombe sur le pied, ils ne sont même pas reconnus dans le chef comme accident du travail, avec toutes les conséquences potentielles sur l'avenir, parce qu'on espère quand même que ces femmes, à un moment donné, sortir de prison et, dans le cadre de leur réinsertion, vont pouvoir aussi postuler à un job. Là, c'est des vrais problèmes. Bon, je vais m'arrêter là, parce que sinon on peut continuer. Oui. Bon, très brièvement, hein, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont été dites sur la question du travail. Oui, il faut un règlement de travail pour les prisons, parce que ça peut pas, cette exploitation ne peut pas continuer de manière... Après, les détenus, quand on parle avec eux, ils sont demandeurs de travail, même si c'est 1 euro l'heure. Pourquoi? Parce que ça change leurs habitudes quotidiennes, ils font autre chose, ils sont utiles dans ce cadre-là. Donc, c'est pas forcément que pour la rémunération qu'ils sont motivés de faire ce travail-là, mais en contrepartie, il faut pas que ça soit, il faut pas qu'on profite de cette situation-là et que ça soit une exploitation qui continue de cette manière-là. Donc, il faut réglementer cela, parce que les produits qui sont fabriqués en prison, après, quand on les achète sur le marché, on n'a pas une réduction là-dessus, parce que c'est fait par des détenus. C'est les prix du marché. Donc, il y a, une surexploitation des détenus par rapport aux autres travailleurs. Il y avait la question sur les maisons de détention et par rapport au personnel des maisons de détention. Mais là aussi, il faut un personnel qui soit formé. Et d'ailleurs, c'est un problème déjà en prison. Dans les prisons aujourd'hui, on a une bonne partie du personnel qui manque de formation. Un des problèmes, c'est le turnover, en fait. Hein. Aujourd'hui, au lieu d'engager des contractuels ou des statutaires dans les prisons, on engage ce qu'on appelle des contrats Rosetta. Et ces contrats, ça veut dire il y a une dispense des charges et ainsi de suite jusqu'à 26 ans. Et après, une fois que la personne a plus de 26 ans, elle sort de ce travail-là et on la remplace avec une autre personne Rosetta. Donc ça crée un turnover, on n'acquiert pas d'expérience et il y a un manque de formation, en tout cas il y a une expertise qui se perd et ça crée une situation. Donc pour les maisons de détention, d'autant plus qu'il faut une formation spécialisée, parce que ce n'est pas la même chose qu'une prison. Et là-dessus, il faut très bien insister pour créer un cadre qui est complètement différent du cadre actuel. Comme je l'ai dit au début, et je termine par là, c'est que même si on fait des maisons de détention, même si on va dans cette logique-là, si on ne change pas le paradigme dans lequel on est aujourd'hui en termes de politique carcérale, ça va juste reproduire les mêmes vices qu'on connaît aujourd'hui dans les grandes prisons. Même si c'est une bonne chose, mais il faut qu'elle soit accompagnée par une vision politique, de la politique carcérale qui est aujourd'hui inexistante dans notre pays. Merci. Merci. Les maisons de détention de transition, donc les maisons de transition pour les personnes en fin de peine,
C'était deux projets pilotes initiés par le ministre Gaines dans le gouvernement précédent. Et donc, c'était sous forme d'un subside à une société qui a mis ça en place. Je ne sais pas pourquoi celle d'Enghien a été fermée, mais en tout cas, ce projet pilote est globalement positif dans son évaluation, puisque il y a 2 jours, le gouvernement a annoncé l'ouverture d'une maison de transition à Gand. Donc, et donc, ça veut quand même dire que le projet peut se poursuivre et qu'on peut augmenter ce type d'initiative. Et pour les maisons de détention, pareil, je pense que c'est un bon projet et qu'il faudra évidemment essayer de surmonter tous ces problèmes d'implantation. Et à cet égard, je crois que l'identification du nombre de sites dont j'ai parlé dans le portefeuille de propriété de la régie des bâtiments est très intéressante, parce qu'évidemment, pour être très concret, au niveau urbanisme, quand on utilise des propriétés de la régie des bâtiments qui sont la plupart du temps dans une catégorie au niveau urbanisme d'établissement d'intérêt général ou d'équipement d'intérêt collectif, mais il n'y a pas besoin d'un permis d'urbanisme pour un changement d'affectation. La maison de détention peut être considéré au niveau urbanistique comme un établissement d'intérêt public. Et donc, ça va peut-être aussi limiter les risques de voir une levée de boucliers qu'on peut imaginer lors d'une enquête publique avec les fameuses affiches rouges, etc. Je ne veux pas dire pour ça que l'ouverture des maisons de détention devrait se faire contre l'avis des communes ou, comme on dit en bruxellois, en stummelings, parce qu'à un moment ou à un autre, de toute façon, les choses vont se voir et se faire, et il faut que ça se fasse en bonne entente et en bonne collaboration avec les autorités locales. Mais ça peut être quand même une piste intéressante pour essayer de mettre en place petit à petit des projets concrets et finalement avoir une masse critique telle qui montrera que finalement l'intégration dans le milieu communal se fait de manière paisible et qu'on puisse en ouvrir d'autres. Merci. Par rapport aux maisons de transition, effectivement, c'est vrai que normalement, de projet pilote, c'est censé être devenu maintenant un projet à long terme. Donc, il y a la deuxième qui est ouverte et j'espère qu'il y en aura d'autres. Par rapport à la question du travail, moi, je pense qu'il faut distinguer le travail en prison, en détention, et sur lequel il faut avancer en termes de conditions de travail et de droits reconnus. Mais pour moi, dans la vision qu'on défend de la maison de détention, ça reste une maison de détention, mais qui est ouverte sur l'extérieur. Et donc, il faut permettre aux gens qui seront détenus de pouvoir travailler à l'extérieur. Et c'est bien ça aussi le sens de le mettre près d'un centre urbain, c'est de pouvoir avoir des échanges, d'aller travailler éventuellement dans des entreprises à finalité sociale. Mais là, on gagnera beaucoup plus en richesse dans la réinsertion des personnes. Et évidemment, alors, la question des conditions de travail ne doit pas se poser, parce que alors, si on travaille dans une entreprise à finalité sociale proche de la maison de détention, on doit être traité comme n'importe quel employé de cette maison de détention et pas comme un employé de seconde zone. Merci. Ben oui, du coup, rapidement, et après, oui, très rapidement. Je le répète, il y a des sandwichs, n'hésitez pas à vous Mais servir. je pense qu'effectivement, il y a 2 éléments qui ont été pointés, qui sont en fait 2 éléments qui conditionnent la réussite des maisons de détention ou même de transition également. Premièrement, la formation du personnel. C'est vrai qu'on a l'impression que l'on s'empresse tellement à construire ces maisons de détention ou ces nouvelles prisons que l'on réfléchit qu'après coup à la formation du personnel, parce que nous présente les accompagnateurs de détention comme un nouveau profil qui sera vraiment à même de créer des liens avec les détenus, donc entre les agents et les détenus, mais force est de constater que finalement, et j'ai posé des questions parlementaires pour avoir une idée précise du calendrier qui était prévu et pour transférer les agents pour ce qui était de la prison de Arennes, par exemple, donc les agents de la prison de Saint-Gilles et de Forêt vers la prison de Arennes.
Et en fait, on s'est rendu compte que finalement, il n'y avait aucun calendrier de travail, y compris pour ce qui concernait le recrutement de nouveaux agents, parce qu'en fait, les procédures de recrutement ont été lancées il y a quelques mois à peine pour certains profils d'accompagnateurs de détention. Encore faut-il qu'après les avoir recrutés, ils doivent pouvoir être formés. Et force est de constater que pour ce qui concerne la prison de Harone, mais pour les maisons de détention, ça sera sans doute la même chose, on les ouvre avant même d'avoir le personnel nécessaire pour pouvoir encadrer correctement les détenus. Et ça, c'est un gros problème. Et pour ce qui concerne les maisons de transition, le recours au privé est effectivement éminemment problématique. C'est la raison pour laquelle on ne cesse de dénoncer le recours à l'aveugle à ces partenariats publics-privés, comme je l'ai dit. Et c'est vrai que dans le cadre de la maison de transition de Enghien, ce problème a été mis en lumière dans le sens où G4S a en fait finalement fait le choix de poursuivre l'exploitation de la maison de transition à Malines. Donc il souhaite poursuivre le travail en Flandre mais pas en Wallonie, de sorte qu'aujourd'hui il n'y a plus aucune maison de transition en Wallonie, ce qui compromet totalement les projets de réinsertion que poursuivaient ces détenus. G4S est quand même une société privée qui est spécialisée dans la sécurité et pas du tout dans l'accompagnement social, et donc forcément dans ce qui devrait être poursuivi par une maison de transition. Donc finalement, on a donné les clés à une entreprise qui n'était pas la plus apte à pouvoir poursuivre correctement les projets qui doivent être poursuivis au sein d'une maison de transition. Et puis aussi, ce recours accru au privé a été critiqué par le Conseil central de surveillance pénitentiaire, en ce sens que ce recours accru au privé fait en sorte qu'il y ait une absence de responsabilité de ce qui s'y passe devant le Parlement. Et c'est la raison pour laquelle on ne cesse de poser des questions parlementaires auprès du ministre à ce sujet. Je vous prie de me croire à ce sujet. Mais c'est vrai que ce problème de transparence pose un vrai problème en termes démocratiques, oui. Et du coup, j'en profite pour filer. Oui, très court. Si une échevin m'appelle et me demande qu'est-ce que je dois faire parce qu'on a un bâtiment, est-ce qu'on serait candidat pour une maison de détention ou de transition, je dis choisissez la maison de détention et pas la transition, parce que c'est au sein du SPF Justice, c'est pas avec des partenaires privés comme les maisons de transition. Et peut-être si on a beaucoup de maisons de détention, on n'aura plus besoin des maisons de transition. Donc voilà, investir dans les maisons de détention, c'est très bien, parce qu'aussi, c'est très important, ils sont très ouverts et intégrés dans la commune, intégrés dans le quartier, ça c'est super important. Comment ? Le bâtiment est à vendre. Voilà. Ok, merci à tous et à tous. Merci et bonne continuation pour l'après-midi. Je pense que voilà, de toute manière, le mouvement laïque, il est assez d'accord avec tout ce qui a été dit aujourd'hui. Alors, je pense que on peut retenir que ces maisons, finalement, et cette détention à petite échelle, elles s'inscrivent dans un système qui doit être revu et qui doit être repensé, et que ces maisons, en elles-mêmes, doivent aussi peut-être faire l'objet d'évaluations, mais d'évaluations qui, du coup, auraient un impact sur les projets à revenir, parce que là, il y en a eu, mais on voit que ce n'est pas toujours ce qui est pris le plus en compte dans les nouveaux projets. Donc voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, beaucoup de points de vigilance, beaucoup de critiques. J'espère que du coup, on les verra dans le nouveau programme du ministre de la Justice. Merci à tous. Il y a des sandwichs et il y a à boire. Voilà. Ouais. Désolé.